Mhm. Il revient par la fenêtre. Oui. À Il nouveau. revient par la fenêtre. Salut les petits loups, petite vidéo encore là, Chocobas Marine, réaction sur, bon bah c'est LCI hein. Ah et oui les gars, Poutine participerait à une visioconférence du G20. Hein, le G20 c'est on va dire les 20 pays les plus riches du monde. Ouais, bon. Et c'est un gros problème pour LCI parce que là, regardez-moi la tête qu'elle fait quoi. Je dis merde. Il vit toujours Poutine. Qui, pour la première fois depuis longtemps, participe mercredi à un sommet du G20. Je vous poserai la Virtuel. question. C'est Alors, très sommet important. virtuel, Ouais, bien c'est sûr. très important. Mais il sera là. Mhm. Il revient par la fenêtre. Oui. À Il nouveau. revient par la fenêtre. Il revient par la fenêtre. Il est dans la cour des grands. Il participera comme les autres dirigeants de ce club du G20. Il y a là quelque chose qui constitue peut-être la réintroduction dans un club international quand même prisé. Et on va tout de suite poser la question à Sergueï Boutman. Merci beaucoup d'être avec nous, Sergueï. Vous êtes vice-rédacteur en chef de l'Écho de Moscou. Vous vivez toujours en Russie. On dit à chaque fois à quel point votre expertise et votre courage, d'ailleurs, d'être resté à Moscou. Et Regarde l'autre, il veut se marrer. Il se dit, mais quelle est. En fait, je suis sûr dans leur tête. Mais c'est bizarre, est-ce que c'est. Enfin, moi, je suis jamais allé en Russie, mais. Après les gens que j'ai regardé, les vidéos que j'ai vues, les vlogueurs qui vont là, enfin, je veux dire. Hein, il travaille toujours, l'autre, là, à l'écho, là, l'écho de Moscou. C'est un journaliste, quoi. L'autre, il sourit, genre, ouais, ça va. À part, se dire, quand est-ce que t'as vraiment eu des personnes qui sont vraiment, on va dire, allez, censurées en Russie, c'est peut-être, ouais, les Navalny, les soi-disant résistants payés de l'étranger, quoi. Mais bon, si t'insultes pas la Russie, je pense que t'as pas vraiment de problème, quoi. Je crois pas, hein. Après, je peux me tromper. Après, il y a toujours, oui, cette espèce de délire sur la censure russe, quoi. Mais bon, hein, parce qu'il n'y a pas de censure non plus en France, quoi. Hein, donc, ça le fait marrer quand même. est important, Sergueï Boutman. Est-ce que vous voyez dans cette participation à ce G20 le fait que, en ce moment, effectivement, Poutine n'est plus un paria, ne se considère plus comme un paria et revient petit à petit au premier rang des relations internationales mondiales? Je pense que vous avez raison. Et Poutine ne s'est jamais considéré comme un paria. C'est pas ce qu'elle vient de dire, hein. T'as posé une question, elle te dit pas il n'est plus un paria, elle se pose une question. Pour lui, c'était absurde. Parce que il avait toujours confirmé, dès le début de cette opération, de cette guerre, qu'il a commencé contre l'Ukraine, qu'il avait le droit de le faire. Primo et secondo, il était comme les autres. Il pouvait prendre des mesures adéquates comme il pensait et comme il pense, et que petit à petit, il reviendrait sur la scène internationale, et premièrement au G20. Je pense que cette fenêtre qui sera ouverte virtuellement, bien sûr, c'est à distance, mais cette fenêtre serait ouverte, je pense que spécialement pour Poutine. C'est l'Inde qui est organisée, et l'Inde fait partie des pays, je dirais, hésitants. Mais dans les pays, ils sont dans les BRICS, hein. L'Inde est dans les BRICS, et l'Inde est un client, que ce soit non seulement pour l'armement avec les Russes, et surtout aujourd'hui très très gros client du gaz et du pétrole russe. Donc c'est vrai que Des pays qui ne font pas coalition pour l'Ukraine. Et Poutine aura l'occasion de dire tout ce qu'il veut, sur la paix universelle,
c'est son sujet principal, le néocolonialisme. Et je ne pense pas qu'il aille débuter par la situation en Ukraine. C'est surtout le Proche-Orient qui sera mentionné. Et le Proche-Orient, cette crise du Proche-Orient, avec toutes les atrocités qui se sont passées le 7 octobre, c'était, je dirais franchement, un cadeau pour Poutine. Il va en parler et il va être en mesure de parler de la paix, et il va réaffirmer que la Russie avait toujours été pour la paix, et même en Ukraine est toujours prête pour parler. Voilà, c'est les grands traits de son discours peut-être. Intéressant, c'est une tribune, c'est une formidable tribune. C'est une formidable tribune. Oh, les mecs, et ça va, quand est-ce qu'ils vont comprendre que leur projet Ukraine, là, ça a foiré, là. Et puis de toute façon, en plus, encore une fois, c'est qu'on est tellement dans un monde parallèle chez les journalistes que au début, je sais même pas si au début ils l'ont fait en mentant en fait. Parce que s'il avait fait genre on va mentir en faisant exprès de mentir, je pense qu'il saurait aujourd'hui que bon voilà, on arrête de mentir, on va dire la vérité maintenant, mais je ne le pense même pas. Hein. Moi je pense même pas qu'à un moment donné ils se sont dit on va mentir. Moi je pense sincèrement qu'ils pensent ce qu'ils disent. Moi cette femme-là, je suis certain qu'elle pense que Poutine était un paria dans le monde, que Poutine, si vous voulez, là il sort de sa fenêtre, enfin il rentre par la fenêtre parce que la France et l'Occident a jugé, a traité Poutine de paria, etc. Moi je le pense sincèrement les mecs. Hein. Moi je le pense sincèrement. C'est-à-dire que cette femme-là ne conçoit pas le fait que pour une bonne partie des pays dans le monde, la Russie, même si elle n'avait pas le droit de, de- d'envahir l'Ukraine, en fait, ça peut s'expliquer, ça peut même se justifier pour beaucoup de pays. Tu vois. Euh, et puis ensuite, le fait de dire que euh, euh, oui, que la Russie est un paria, mais c'est surtout le fait de penser que parce que l'Occident décide que tel ou tel pays est paria, la communauté internationale va le penser aussi. Ça aussi, c'est un élément important de la psyché occidentale. C'est de croire, fait de toujours penser que c'est l'Occident qui continue à donner les bons points, si vous voulez. Moi, j'adore les journalistes. Hein. Je sais bien que je critique beaucoup LCI, mais en fait, les journalistes représentent en fait l'Occident et les dirigeants occidentaux. Cette bonne femme-là, elle dit ce que tout le monde pense. À Paris, tout le monde pense comme elle. C'est pour ça qu'elle n'a pas la. C'est pour ça que quand quelqu'un arrive en disant le contraire, ils ont les fils qui se touchent. Hein. Pour Poutine Oui, dans le contexte. Monsieur Buttmann a absolument raison sur tout ce raisonnement et est exactement ce qu'il faut dire, à mon avis. Je voudrais simplement rajouter une chose, c'est que d'abord, je ne suis pas sûr, alors je ne connais pas exactement les rois du G20, mais je suis pas sûr qu'on puisse extraire, interdire à Poutine de parler au G20, puisque si on faisait un vote parmi les puissances qui sont membres du G20, je suis pas sûr qu'on serait à l'unanimité pour dire que Poutine ne peut pas y parler. Deuxièmement, c'était un sommet virtuel, j'insiste là-dessus, parce que la dernière fois, il pouvait pas se déplacer. N'oublions pas qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international à cause de la guerre en Ukraine. Donc, la dernière fois, il était pas allé. C'était Lavrov qui était allé. Je crois que c'était en Indonésie, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Il était pas allé parce que voilà quoi, il voulait pas. C'était plus pour des raisons diplomatiques. En fait, il voulait pas que les Occidentaux voilà, cassent l'ambiance quoi. C'est Lavrov qui est allé à sa place et pour pas que ça crée trop de problèmes quoi. Mais il était invité, hein, Poutine, la dernière fois. Hein, il n'était pas interdit d'y aller.
Ensuite, dont il parle, où il y a effectivement eu le mandat d'arrêt sur Poutine des Occidentaux, c'est plutôt pour la réunion des BRICS en Afrique du Sud. Parce qu'évidemment, l'Afrique du Sud est signataire du TPI, donc ils sont obligés voilà, ils sont obligés d'amener Poutine sur d'arrêter Poutine, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il va pas plus tellement se promener en Afrique du Sud. Évidemment, pour lui, il ne risque rien, il est à Moscou. Troisièmement, et là, Boutman a absolument raison, la guerre est un cadeau. Cette guerre en Proche-Orient est un cadeau pour Poutine. D'abord, ça permet de faire oublier l'Ukraine. Et vous voyez combien actuellement l'Ukraine a disparu des écrans, y compris de nos émissions, si je puis dire, excusez-moi. Ah, Pas si toujours, on en parle, toujours, mais c'est vrai que avant, ça occupait. l'Israël nous occupe beaucoup. Mais c'est normal, c'est logique. Mais surtout, encore une fois, vous voyez, encore une fois, je sens qu'ils sont honnêtes, ces gens-là. Hein. Mais ils peuvent pas non plus concevoir que ce serait pas non plus un cadeau pour l'Amérique et les Européens. Parce que dans leur tête, ils pensent vraiment que l'Ukraine est en train de gagner, en fait. Vous voyez, ils sont tellement moi, c'est ça qui m'inquiète, hein. Parce que si, à la limite, s'ils mentaient, qu'ils n'étaient pas honnêtes, ça me dérangerait moins, en fait. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Dans leur tête, là, l'Ukraine, elle est à 2 doigts de gagner avec son offensive, là. L'Ukraine gagne contre les Russes. Zelensky, c'est un Churchill. Ils y croient à fond d'ex. C'est pour ça que quand elle dit ça qu'ils pensent tous, qu'effectivement, comment dirais-je, j'ai oublié ce que je voulais dire maintenant, c'est marrant ça. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je veux dire, bon. Et donc, c'est ça. Ils pensent réellement que l'Ukraine, enfin que le conflit au Moyen-Orient arrange les Russes. Et en même temps, ils t'expliquent que les Russes sont en train de gagner et qu'ils ont le temps pour eux. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'ils se contredisent eux-mêmes et ils s'en rendent même plus compte. On est dans le début de la fin, les mecs. Attention. et vous savez bien que les Ukrainiens ont des problèmes d'armement considérables et que ça pose de plus en plus de problèmes et que l'hiver va être excessivement difficile. C'est pas l'Ukraine qui a des problèmes d'armement, c'est l'Occident qui a des problèmes d'armement à donner à l'Ukraine. C'est pas pareil. Pour les Ukrainiens. Donc, et troisième élément, n'oublions pas, et là Boutman a encore une fois raison, c'est que le vrai objectif, le grand objectif de Poutine, ce n'est pas forcément, c'est d'avaler évidemment l'Ukraine, mais ça il a raté, mais c'est avec son ami Xi Jinping et avec d'autres éventuellement liés, etc., c'est de mettre en ordre un nouvel ordre mondial dans lequel, évidemment, il serait les maîtres. Et donc, participer au G20, donner son message, avoir une écoute de certains pays qui sont contre les démocraties, et il y en a beaucoup, hein, c'est pour lui très important, c'est une tribune formidable. Et donc, c'est un point qu'il marque, et je dois dire que je suis assez... Et surtout, ce que j'aime aussi, c'est qu'en fait, le concept de démocratie est utilisé en fait comme une sorte de cri de ralliement. C'est qu'on est les démocraties, parce qu'en fait, c'est tout ce qui nous reste, en fait. Tout ce qui nous reste, c'est notre système d'élection, notre système politique. Tout le reste, tout le monde peut voir que c'est des conneries, en fait. Et la démocratie aussi, mais bon, ça... parce que quelque part, je suis désolé, mais si la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, je vois pas pourquoi la Chine serait moins démocratique que la France. Quand les Chinois ils ont commencé à manifester contre les restrictions du Covid, Xi Jinping il a lâché la grippe, si vous voulez. Et pareil pour la Russie. La Russie est autant démocratique, si vous voulez, que la France. Le problème, c'est que ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'un peuple puisse être pro-Poutine. C'est-à-dire que le peuple, ils peuvent pas concevoir que le peuple russe soit derrière Poutine, en fait. C'est-à-dire que pour eux,
le peuple ne peut être que derrière Macron, derrière Hollande, derrière Sarkozy. Ça, c'est la démocratie pour eux. Ouais, et d'ailleurs, ça explique en fait, pour faire une parenthèse historique sur le conflit israélo-palestinien, ça a été ça aussi le problème. Rappelez-vous que en 2005-2006, les Israéliens se désengagent de la bande de Gaza et des élections sont faites. Hein? Qui gagne les élections? Le Hamas. Résultat, parce qu'il fallait que ce soit démocratique, il fallait machin. Hein, il fallait que ça passe par le système électoral à l'occidental pour apporter du crédit, hein, pour qu'ils aient le tampon reconnu par la communauté internationale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Hamas a gagné, c'était pas les bons qui ont gagné, donc les élections ont été annulées. Et la communauté internationale, c'est-à-dire l'Occident, a refusé de reconnaître le Hamas. Et puis ensuite, les Israéliens ont mis le blocus en place. Hein, donc, si vous voulez, la démocratie, en réalité, c'est comme on l'a vu lors des référendums pour la Constitution européenne. C'est que la démocratie, oui, mais si tu votes comme nous, on a envie. Et d'ailleurs, c'est là où on peut reprendre tout ce qu'est le discours de Chouard, sur en fait d'expliquer que l'Occident, les pays occidentaux, ne sont pas des pays démocratiques, mais ce sont en fait des oligarchies. Des oligarchies avec un système universel d'élection, on va dire. C'est ça, hein. Donc, il faut arrêter la démocratie, c'est malheureusement tout ce qui reste à l'Occident en fait. Parce qu'ils peuvent plus, ils peuvent parler de valeurs, mais ces valeurs-là, ils ne les représentent pas en fait. Et ils les ont jamais représentées fondamentalement. Hein, si vous voyez jusqu'au bout du raisonnement. Et je veux dire, et c'est même pas que les pays coloniaux, mais même en France, les Français se sont battus pour avoir l'égalité. L'égalité hors droit, toutes ces conneries-là. Ce sont les Français qui se sont battus, c'est pas les dirigeants occidentaux, pas les dirigeants français qui ont donné la liberté et l'égalité comme ça aux gens. Les gens ont dû se battre. Quand tu étais ouvrier au XVIIIe siècle ou je sais pas quoi là, t'en chiais, tu galérais en France. Hein. Il n'y avait pas d'égalité en France. Toujours pas maintenant d'ailleurs, puisqu'il faut qu'il y ait il y a un système de mutualité qui permet d'essayer d'avoir une espèce de sac pour une espèce de filet de sauvetage. Donc là, il reste plus que la démocratie et en France, démocratie au 49.3, c'est tendu, hein. Assez admiratif, vous savez combien j'aime le camarade Poutine, je suis assez admiratif sur sa façon dont il gère la situation. Merci infiniment Sergueï Boutman de nous avoir si bien éclairé sur les raisons... Le mec, il parle 10 secondes, quoi. Pour lesquelles, effectivement, Poutine profite d'une formidable occasion diplomatique pour revenir sur le devant de la scène et pousser ces sujets. C'est évidemment la lutte contre le colonialisme, la paix, c'est quand même Le néocolonialisme, elle a du mal à le dire, hein. vraisemblable, d'une certaine façon, Gallagher. Mais je pense que, si vous voulez, il a signé un CDD avec la Providence qui... Alors lui, sérieusement, il m'énerve, lui. Qui lui accorde quelques mois, si vous voulez, de parfait alignement d'étoiles, qu'il ne maîtrise pas nécessairement, mais qui vont toutes dans son sens. Poutine n'a pas provoqué la guerre entre le Hamas et Israël. Ça sert ses intérêts dans le champ informationnel, mais dans le champ militaire également, puisque ça a été parfaitement expliqué par Thierry à l'instant. On a à la fois du détournement d'attention et de matériel. Poutine ne pouvait pas prévoir à quel point il serait utile que l'Inde soit effectivement hôte de ce G20, puisqu'il faut rappeler la position de l'Inde, théorisée par son ministre des Affaires étrangères, M. Jaishankar Subramanian, sous la notion de multi-alignement, c'est-à-dire c'est le Qatar sous testostérone, on parle à tout le monde, on a des positions parfaitement contradictoires et on appartient même officiellement
à des ensembles complètement antagoniques, c'est-à-dire des ensembles dont les intérêts sont divergents, mais que ça vous plaise ou non, on est le pays le plus peuplé au monde, une économie florissante. Si on veut acheter du pétrole et du gaz russe, eh bien on achète du pétrole et du gaz russe. On peut faire la guerre à la Chine et en même temps s'entendre avec la Chine dans le cadre de la sécurité régionale. On peut faire la guerre avec la Chine, ils sont pour guerre avec la Chine, qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte cet enfoiré? Lui franchement c'est l'un des pires, hein. Je vous le dis les mecs, hein. Il dit des conneries, mais lui il a dit tellement de conneries celui-là que je sais même plus par où, je saurais pas en faire une liste exhaustive, c'est impossible. Mais là, oui, ils sont l'aide est dans des groupes contradictoires. Vas-y, dis-moi lesquels. S'il veut faire la Chine, s'il veut faire la guerre contre la Chine, et en même temps, elle a un partenariat de sécurité avec la Chine, enfin, je veux dire. Et continentale dans une plus large mesure. Donc, Vladimir Poutine a le sourire. Il est dans un moment, j'ai envie de dire, presque paroxystique. Il marche sur l'eau en ce moment. Regardez son ton guilleret, badin. Son sourire. Parce que les... Il marche sur l'eau. Tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont tellement hors sujet, enfin, hors du truc, d'une semaine à l'autre, ils disent le contraire, quoi. Il y a 2 semaines, ils disaient que Poutine était... ça y est, quoi. Il était tout seul, il allait mourir, il avait le cancer. Tu vois, un délire dans un sens. Et puis là, maintenant, il marche sur l'eau. C'est Dieu, là, maintenant. Il se prend pour Dieu. Ça va, hein. C'était pas compliqué non plus. Hein. C'était pas non plus... Enfin, je veux dire... Enfin, allez, franchement... Et le problème, c'est qu'ils vont jamais se remettre en question, hein. Lui, il va jamais se remettre en question, lui. Hein? Mais en plus, dans sa tête, c'est momentané, quoi. Si, pendant 3 mois, et puis après, bim, ça va s'empirer, ça va redevenir comme avant, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ils sont beaux, hein. Ah là 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 là. Ex-correspondant à Jérusalem. Intéressant, ça. Surtout ça allait à Jérusalem, journaliste, je sais pas si vous avez remarqué, ça. Les choses vont dans son sens. C'est un moment extrêmement difficile pour nous, nation alliée de l'Ukraine. Tâchons d'avoir les reins solides et l'endurance nécessaire, parce que j'ai parlé de CDD avec la Providence, pas un CDI. Au bout d'un moment, la bonne étoile, elle pâlit et les choses peuvent se retourner. Mais pour l'instant, sa barque, effectivement, il la gère plutôt bien, économiquement parlant. Militairement, il ne faut pas non plus surestimer sa situation. Il n'y a pas de percée des Russes, mais il y a un phénomène d'attrition dont il fait bon usage, à la fois militairement et dans le champ informationnel. Tout cela est fragile, mais c'est vrai, il faut le reconnaître, que c'est une passe difficile pour nous. Il a le vent dans... Ah là 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 là, les mecs. Bah ouais, les mecs, mais bon... Qu'est-ce que je vous dis, moi? Par où commencer? Bah, y a rien à dire, quoi. Si vous voulez, voilà, c'est des idéologues, ils sont dans leur truc. Et puis en même temps, il peut pas dire le contraire non plus, tu vois, parce qu'il peut pas non. Enfin, je fais encore que, parce qu'est-ce qu'ils en ont vraiment à foutre, en fait, de ce que les gens pensent de leur truc, en fait. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, en fait? Parce qu'en fait, pour eux, ceux qui pensent un peu. Ceux qui pensent, qui disent un peu des conneries, ce sont des complotistes et des pro-russes. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a même plus de feedback, quoi. Alors, vraiment, dans une communication, bon, il y a l'émetteur, il y a le receveur. Il y a l'émetteur, enfin celui qui envoie l'information, celui qui la reçoit. Et à un moment donné, il y a un feedback, quoi. À un moment donné, il faut qu'il soit sûr que l'information soit passée, quoi. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que eux, ils sont plus, il n'y a plus de feedback, quoi. Il n'y a plus de retour. Et ils sont partis, eux. Et donc, voilà, oui, c'est un CDD, mais ne tracassez pas. C'est un CDI, fait de la friction, diplomatiquement ça va, mais militairement ça va pas, c'est pas non plus. Les mecs, la guerre elle est pliée, hein. Quand l'autre il dit il y a une impasse dans 3 mois, en fait, si tu veux, les mecs ils vont être surpris. Ils vont être, enfin, je sais même pas s'ils vont être surpris en fait.
là, ce qui se passe, hein, c'est qu'en fait, là, en Ukraine, il y a, un phénomène de délitement de l'État. Et c'est pour ça qu'en Europe, qu'on a des histoires de purges. Il y a des purges maintenant qui sont faites en Ukraine. Alors, évidemment, LCI, on va leur montrer 3 vidéos de soi-disant collaborateurs pro-russes, etc., etc. Mais en fait, c'est une vraie guerre, une guerre interne qui se passe là maintenant en Ukraine. Hein. Ça, lui, il en parle pas, ça, oui. Vous voyez, c'est qu'en fait, ce qu'il veut nous faire croire, c'est que voilà, tout se passe bien, et puis de toute façon, voilà, une fois que le G20 sera parti, la guerre va recommencer de plus belle. Mais en fait, non. Là, l'Ukraine est complètement à genoux. Il y a à l'intérieur, il y a il y a des guerres maintenant politiques, hein, entre anciens dirigeants qui disent voilà, bon, Zelensky c'est bien, maintenant il faudrait qu'il se barre parce qu'il ne sert plus vraiment à grand chose. Ça aussi, lui, il y a des purges, il y a une guerre interne. En plus, si les Américains arrêtent de financer le truc, parce que l'argent que tu as envoyé à l'Ukraine, c'est pas simplement de l'argent pour les soldats, hein. C'est de l'argent pour tout l'État, les fonctionnaires, tout ce que tu veux. Donc, le jour où ces gens-là seront plus payés, ils iront plus travailler non plus. T'es marrant, toi. Donc, en fait, là, on est à, allez, à un mois de l'effondrement, quoi. Là, on est proche de l'effondrement de l'Ukraine. Et lui, il t'explique que c'est un CDD. Enfin, je veux dire, ah bon. Dans le dos, comme Ouais. on dit aussi de façon Et la météo, ça imagée. change.